Bonjour, donc je suis Claire Street, présidente des Entrep en Occitanie-Pyrénées et comme on vous l'a promis, nous avons tout un groupe de personnes inspirantes qui vont vous accompagner cette année et j'ai la joie aujourd'hui de recevoir le docteur Luc Julia. Bonjour Luc, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots, si c'est possible en quelques mots. Bonjour Claire. Oui, c'est assez facile. Je suis un inventeur toulousain. Donc je suis né à Toulouse il y a très longtemps, parti aux États-Unis il y a très longtemps aussi, où j'ai passé donc, toute ma carrière depuis presque 30 ans dans la Silicon Valley, où j'ai fait 10 ans de recherche, 10 ans de start-up et 10 ans de compagnie, de grosses compagnies, on va dire. Et tout à fait récemment, je suis entre guillemets revenu en France, parce que je suis toujours aux États-Unis, mais je suis revenu pour aider un groupe français industriel qui s'appelle Renault. Voilà. Qu'on connaît un petit peu, je pense, et qu'effectivement, j'aime beaucoup votre présentation en tant qu'inventeur toulousain. Je pense que c'est ce qu'on va retenir par rapport à tout ceci. Donc, les Entrep en Occitanie-Pyrénées, c'est un programme qui accompagne des jeunes qui ont une idée, qui ont envie d'expérimenter l'entrepreneuriat, essentiellement en équipe pluridisciplinaire. Et j'aimerais savoir pour vous, alors avec tout ce que vous nous avez expliqué, que signifie entreprendre au sens large? Entreprendre, c'est inventer quelque chose, c'est faire quelque chose que personne n'a fait avant, hein. Donc, c'est créer un produit, un service, quelque chose qui va changer la vie des vrais gens. Alors pour moi, ce qui va intéresser les gens, mais les gens peuvent être une entreprise, hein, donc c'est la différence entre le B2B et le B2C. Mais en gros, voilà, c'est entreprendre, c'est ça. Mais entreprendre, c'est pas facile, hein. C'est-à-dire que il faut il faut échouer en fait pour entreprendre, et il faut expérimenter. Vous avez utilisé le mot expérimenter, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et dans le monde actuel, la bonne nouvelle, c'est que c'est assez facile d'expérimenter, parce que on a la possibilité d'avoir rapidement des groupes de tests, on va dire, avec lesquels on peut jouer pour expérimenter des idées. Donc ça, c'est bien, parce que tout part d'une idée. Entreprendre, c'est une idée. Et entreprendre aussi, vous avez aussi utilisé le mot qui va bien, c'est multidisciplinaire. C'est-à-dire que en général, l'idée, elle vient à quelqu'un, mais il faut il faut faire du ping-pong pour pouvoir voir si on peut la faire rebondir avec des gens différents de nous, et voir si elle peut toucher le public qu'on veut qu'elle touche, cette idée. Donc pour ça, il faut des gens différents, avec des prismes différents, qui regardent cette idée, qui regardent les possibilités d'application de cette idée avec des prismes différents, et d'où la multidisciplinarité qui est importante. Et je dirais même le multiculturalisme, alors je ne sais pas si c'est un mot, mais en fait dans cette équipe ou dans les gens avec qui on va faire du ping-pong, d'avoir non seulement des domaines différents, des gens de domaines différents, mais aussi des gens différents eux-mêmes. C'est-à-dire déjà hommes-femmes, c'est le minimum, et puis après, différentes cultures, différentes choses en fonction de la cible qu'on se définit. Je vous remercie beaucoup de mettre ça en avant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes donc, qui déjà sont plutôt timides dans le fait déjà oser avoir une idée. euh, Bon, c'est un premier pas. Oser dire qu'on a une idée, c'en est un deuxième. Oser la présenter devant d'autres, un troisième pas. Et oser constituer une équipe, là, en général, c'est là où on a un frein. Et dans les jeunes qu'on accompagne, on a beaucoup qui se sentent plutôt rassurés de rester, j'allais dire, dans un certain entre-soi. Soit on reste contre-ingénieur, soit en tant que jeune de telle ou telle filière. Euh, on est d'accord que c'est vraiment très, très important d'être dans une ouverture et j'aime bien votre idée de multiculturalisme parce que qu'est-ce que ça va apporter en fait? Pourquoi c'est important? Nous, quand on leur dit, ils ne nous croient pas forcément, donc vous, allez-y, qu'est-ce que ça va concrètement leur apporter? Moi, ça fait depuis tout le temps, en fait, depuis que je crée des groupes, à chaque fois, je mets un gros point en disant qu'il faut vraiment que ça soit que ce soit ouvert, multi-domaine, et multi-tâches et multiculturalisme, parce que si on met que des gens qui sont comme nous, c'est pas tellement intéressant. Alors, il faut des fois avoir des groupes d'ingénieurs qui vont être très bons dans un domaine particulier pour pouvoir faire avancer le projet plus vite. Donc c'est pas tellement ça que je veux dire, mais c'est ce prisme dont je parlais tout à l'heure. Regardez le projet, regardez le produit potentiel avec d'autres yeux, avec un autre background, une autre formation. C'est vachement intéressant. Et pour ça, je peux vous raconter une rapide histoire, parce que c'est comme ça que j'ai développé ce goût pour la multidisciplinarité.
Ça s'est passé il y a très très longtemps. C'est pendant que je faisais ma thèse. Je faisais une thèse sur la vision par ordinateur. D'accord. Donc mon ordinateur devait voir quelque chose, devait reconnaître quelque chose, un tableau en l'occurrence, et devait le reconnaître et classifier si c'est un tableau avec 3 cases, etc. Bon, ouais, c'est pas très grave. Mais donc j'utilisais des algorithmes qu'on utilisait depuis des années. On faisait tous la même chose. On utilisait le paradigme de la vision de l'homme. D'accord, qui globalement va du détail jusqu'au général. En gros, c'est ça. D'accord. Et un jour, j'attendais quelqu'un qui était en retard, je déteste les gens en retard, et j'étais devant un bouquin qui ne m'intéressait absolument pas sur la vision du chat. Je n'aime pas les chats, donc ça n'a aucun intérêt pour moi, mais le gars était en retard, donc j'ai pris le bouquin et j'ai commencé à feuilleter le bouquin, et à une page 352, ce qui parlait spécifiquement de la façon dont le chat voit, et le chat voit exactement le contraire, il part du global et il va au pixel. Et bon, le gars est venu, on est allé manger, et plus tard, donc beaucoup plus tard dans la soirée, j'ai appliqué donc la philosophie de ce que j'avais compris de la vision de l'œil du chat, et ça a paru de multiplier par 1000 la performance de mon algorithme. D'accord. Et ce jour-là, je me suis dit, t'aimes pas les chats, ça t'intéresse pas la biologie, la physiologie du chat, mais grâce à ça, tu as multiplié ton algorithme par 1000, la capacité, c'est qu'il y a quelque chose dans les choses qui ne sont pas de ton intérêt qui sont intéressantes. Et voilà comment j'ai développé donc cette idée de multidisciplinarité que j'applique dans toutes mes équipes depuis tout le temps. Ah oui, c'est beau de voir comment le hasard fait bien les choses. Donc, bon, vous n'aimez toujours pas les chats, ça n'a pas changé les choses. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours et surtout je dirais les moments qui ont compté, qui ont marqué votre carrière? Bon, alors d'abord, il faut comprendre, c'est un peu spécial parce que je voulais être chercheur du CNRS au CNRS quand j'avais 5 ans. D'accord. Donc déjà, ça, c'est un peu spécial, mais bon, je ne savais pas ce que c'était, hein, mais j'avais entendu ça certainement, et donc je voulais ça. Et je suis donc devenu chercheur au CNRS pendant ma thèse. Je suis rentré dans un labo du CNRS. Et là, j'ai été très très déçu, ce qui fait que je suis parti à l'étranger par dépit. J'ai eu l'opportunité de partir au MIT d'abord, et puis à Stanford ensuite. Donc bon, le dépit n'était pas trop mauvais quand même. Et je suis arrivé dans la Silicon Valley, donc dans un labo de recherche qui s'appelle le Stanford Research Institute, donc SRI, où j'ai fait vraiment mes recherches. Donc j'ai fait des recherches pendant 7 ans aux États-Unis en fait, parce que j'avais fait 3 ans en France. Et puis après, j'ai fait des startups, parce que dans la Silicon Valley, on fait des startups, donc c'est dont on parlait ici, hein, donc entrepreneur. J'ai toujours eu cette fibre aussi d'entrepreneuriat. Je disais déjà quand j'étais à l'école en France, je disais je veux faire mes boîtes, hein, je veux faire mes propres trucs. Et dans la recherche, je trouvais ça un peu parce que je faisais mes propres projets. Mais bon, après, donc ça s'est décliné dans la Silicon Valley en faisant mes propres compagnies pendant 10 ans. Et puis après, donc j'ai été chez HP, Apple, Samsung, donc des grosses boîtes qui sont dans la vallée ici, installées dans la vallée. Même si Samsung n'est pas une boîte américaine, ils avaient un labo qu'on a créé en fait ici. Voilà, donc mon parcours, c'est un parcours aussi un peu multidisciplinaire, parce que multicasquette, on va dire, parce que quand on fait de la recherche, vous êtes plutôt en équipe, mais avec des sous, un peu de sous, et puis vous faites des trucs pour vous amuser un peu. Après, la start-up, là, vous n'avez pas de sous, et vous êtes obligé d'exciter un peu des gens pour travailler avec vous, et puis vous faites des trucs qui vous intéressent aussi, mais vous allez échouer, hein, on y reviendra certainement. Et puis, il faut apprendre cette culture de l'échec, donc c'est ça qui est important dans les start-up. Et puis après, dans les grosses boîtes, alors par contre, vous avez plein de sous, vous avez plein de gens, et puis vous faites des trucs qu'on vous dit de faire. Donc, ou pas, quand vous êtes comme moi, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit de faire et vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, c'est en gros ça. Le parcours est multiple avec ces différentes casquettes. Ok, et Siri, ça a été quel type d'aventure? Alors, Siri, ça a commencé dans un labo de recherche. Donc, c'est en 97 que ça a commencé à SRI, Stanford Research Institute. Donc, c'était une idée d'un truc. Internet venait d'arriver, 94, 95. Donc, Internet vient d'arriver. L'idée, c'est de dire, on va prendre un petit assistant qui va nous permettre, on va lui demander des choses à la voix, il va nous permettre de trouver des trucs dans Internet. D'accord, c'est Internet qui devenait de plus en plus gros. Et donc, c'était avant Google, tout ça. Mais il faut bien comprendre que c'était vraiment à la base un truc de recherche et de cherche, un search.
Voilà, et puis ça a évolué un peu pendant des années, ça est resté dormant pendant d'autres années. Et puis un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Steve Jobs qui a vu le truc et qui a dit que c'était peut-être intéressant pour son nouvel appareil qui s'appelait le iPhone. Donc ça, on est maintenant en 2009. Le iPhone, c'est 2007. Et il s'est dit finalement, un machin qui est un téléphone auquel on parle, et puis on pourrait parler, il y a l'assistant dedans, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc c'est lui qui a eu l'idée de mettre le truc dans le téléphone lui-même, envers et contre tous ces experts à l'intérieur de Apple. Mais bon, c'était Steve Jobs, hein, donc il faisait ce qu'il voulait. Et puis donc Siri pour le public du coup est arrivé en 2011 sur l'iPhone 4S. Et parce que l'équipe qu'on a reformée en quelque sorte a redémarré chez Apple, et j'ai dirigé cette équipe pendant quelques mois seulement, parce que après quelques jours, Steve Jobs est mort, et donc la philosophie n'était pas tout à fait la même, et le groupe, on a décidé de ne pas continuer, mais bon, on a lancé le truc, on a eu 300 millions d'utilisateurs la première année, donc 300 millions d'utilisateurs, c'était pas trop mal pour notre ego. Oui, je veux bien imaginer. Alors justement, vous parliez d'échouer, vous venez de parler de grandes entreprises. Quels conseils vous donneriez là pour les jeunes qui se lancent, qui expérimentent là ici au niveau des entrepreneurs? Voilà, quels conseils leur donner là tout de suite maintenant? Alors le premier, c'est que c'est compliqué, comme j'ai dit tout à l'heure, d'entreprendre. Donc il faut pas croire que l'idée qu'on a, ça va être une idée extraordinaire, et dans le sens où il y a au moins dans la Silicon Valley, il y a entre 90 et 95% d'échecs. D'accord? Donc il faut être clair, c'est comme ça, c'est 90-95% d'échecs. C'est-à-dire que on va apprendre de l'échec. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas rebondir. Un échec, ça peut être juste quelque chose. Bon, on n'a pas réussi, on n'a pas levé les sous, on n'a pas convaincu. Alors évidemment, il vaut mieux échouer le plus rapidement possible. Hein, donc ça, c'est important d'échouer le plus rapidement possible, parce que ça nous permet d'apprendre le plus rapidement possible aussi, et de rebondir, de faire autre chose. Cet échec peut être aussi source de pivot. C'est-à-dire que dès qu'on comprend que quelque chose ne marche pas, on va pivoter. Je ne connais pas de boîte, et moi, j'ai jamais fait une boîte où la première idée est celle qui est sortie après dans le public. D'accord? Donc, j'ai eu la chance de faire plusieurs qui ont eu des succès, et le produit initial avait quelque chose à voir quelque part. Mais quand vous montrez ça aux commandes des mortels, ils vont vous dire que ça n'a rien à voir. Par exemple, comme je disais, Siri, au début, c'était une sorte de kiosque qui était sur un desktop, et un petit vieux monsieur à qui vous parliez pour pouvoir naviguer le web, et à la fin c'est devenu une fille un peu excitée dans un téléphone. Donc c'était pas pareil, mais bon, quelque part les pivots qu'il y a eu dans les différentes versions de Siri, pour nous étaient évidents. On s'est attaché, les téléphones portables sont arrivés en 2007, comme j'ai dit, hein, donc 10 ans après la première idée. Donc ça a fait qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux technologies nouvelles qui arrivent, il faut s'adapter aux usages nouveaux qui arrivent, et donc ces pivots sont obligatoires. D'accord? Donc il faut, encore une fois, j'ai pas vu de compagnie qui a eu un produit de départ qui était le même à la fin. Donc ça, c'est très important. Et puis après, cette résilience, donc aussi bien face à l'échec que face au pivot, il faut la mettre en action pour continuer à pousser, aller chercher des sous, aller chercher les bonnes personnes, aller chercher à les convaincre des partenaires pour aller travailler sur ce projet. Donc que ce soit les partenaires dont on parlait tout à l'heure pour une équipe multidisciplinaire, ou que ce soit les partenaires qui vont vous donner effectivement les sous pour développer l'idée. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de projets quand les jeunes candidates qui sont en lien avec des applis ou avec de l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, toute innovation, toute idée entrepreneuriale doit forcément, selon vous, inclure cette dimension numérique, applicative, etc.? Certainement pas. Hein. Je pense qu'il y a toujours des choses dans le monde physique, on va dire, et pas forcément dans le monde digital, qui sont très intéressantes à faire. Donc, c'est vrai qu'on met l'IA à toutes les sauces aujourd'hui, parce qu'on aime bien, parce que c'est la mode, et parce que les VC, les venture capitalistes, les gens qui donnent des sous, aimaient bien, mais ils commencent à être un peu énervés parce qu'ils se rendent compte que l'IA n'est pas exactement ce qu'on leur avait dit que c'était. D'accord? Donc la vérité, c'est qu'il ne faut pas mettre toutes les sauces le machin. Hein. L'IA, c'est des choses particulières, c'est des IA d'ailleurs, il y a plein d'IA différentes. Et donc ces outils particuliers, on peut les utiliser ou pas, c'est pas obligé. Il y a des choses qui sont très intéressantes à faire. Mais ce n'est pas la peine de mettre ton tampon IA dessus, hein, parce qu'à la fin, l'IA, c'est que des mathématiques. Et donc, il y a des trucs très, très simples qui peuvent être faits sans qu'on y mette l'étiquette IA.
maintenant, pour ce qui est du digital, évidemment, notre monde est de plus en plus digital, donc il y a plein de choses à faire dans ces appareils qui apparaissent et qui sont là et qui sont utilisés tous les jours, hein, que ce soit les téléphones, les ordinateurs, etc. Donc là, il y a certainement des choses à faire avec les deux gros écosystèmes, on va dire, d'Apple et d'Android. Donc, oui, on peut avoir ça, mais il n'y a certainement pas que ça dans la vie. Comme je disais tout à l'heure, on peut certainement avoir des idées d'entreprises intéressantes qui vont même avoir zéro lien avec le numérique. On en a peu. On en a vraiment peu, et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que après, je pense aussi que ça vient du recrutement des jeunes entrepreneurs, mais c'est vrai que en général, bien souvent, la première idée est sur une logique digitale, et des fois, effectivement, comme vous l'expliquiez très justement, en pivotant, on se rend compte que ah bah, peut-être qu'on peut faire autrement qu'avec la technologie ou peut-être avec une autre technologie. Est-ce que vous avez un dernier partage à faire donc, pour ces jeunes qui décident d'entreprendre en équipe pendant 5 mois là, avec les entrepreneurs en Occitanie-Pyrénées? Bah, le premier conseil, j'ai pas de recette, hein, donc je vais pas donner de recette, mais le premier conseil, c'est vraiment profiter du fait qu'on est plusieurs. D'accord? Donc, ne pas s'enfermer, c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure, mais de ne pas s'enfermer et surtout partager et faire du ping-pong. Quand je dis faire du ping-pong, c'est vraiment avec plein de gens, on fait rebondir les idées et on voit comment ça marche. Une des choses que j'ai adoré et que j'adore dans la Silicon Valley, c'est la coopération entre des gens, même qui sont compétiteurs. D'accord? Donc, où les gens viennent discuter des idées et viennent faire ces séances de ping-pong collectives où on dit, voilà, on va pas partager les secrets industriels, hein, parce que c'est des boîtes qui, en général, font des milliards, donc ils partagent pas les secrets industriels, mais on partage des idées et on vient les tester avec d'autres gens qui ont des idées un peu similaires pour voir si ça fait sens. Et donc, ces séances de partage sont excessivement importantes. Et donc, quand on a la chance d'être dans un endroit où il y a des gens qui ont le même mindset, hein, qui ont les mêmes idées de créer des choses, eh ben, aller discuter avec eux, aller se faire critiquer, parce qu'à la fin, c'est important, la critique, c'est très important. Et en plus, comme on disait aussi tout à l'heure, l'avantage et l'intérêt, c'est d'aller se confronter à des gens qui ne viennent pas des mêmes milieux, quels qu'ils soient, hein, éducatifs ou culturels, et pour pouvoir donc faire avancer le schmilblick, hein, parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est avoir le meilleur produit possible, le meilleur service possible, la meilleure idée possible. Et pour ça, bah, il faut pas hésiter à aller les confronter. Je me permets une dernière question en vous écoutant. On vient de passer l'année dernière une année beaucoup plus en distanciel qu'en présentiel. Cette année, on a la chance de pouvoir se retrouver en présentiel et on se rend compte que ça colle plus comme avant. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu aussi. Bon, on a la chance de pouvoir faire cet entretien à distance, mais là, on se rend compte qu'on a un peu de mal à refédérer les gens. Pour vous, pour mener à bien un projet, est-ce que ça peut se faire très très bien à distance ou est-ce que quand même le présentiel, j'allais dire un peu à l'ancienne, autour d'une table, quelque chose, est-ce que c'est un plus? Alors, moi, je pense que c'est un plus pour la partie idéation. Donc, Ouais. la première partie, tout à fait au début, donc cette histoire de ping-pong dont je parlais tout à l'heure, et mettre les post-it au mur, les machins, faire des grands trucs sur les tableaux blancs et tout ça. Ce qui est compliqué, on peut toujours faire des tableaux blancs virtuels et puis faire des jolis dessins sur un Zoom, mais c'est pas pareil. Et donc, ça, cette partie d'idéation, c'est quand même, je trouve vachement important d'avoir ce lien physique, on va dire. Dans la partie de réalisation, là, c'est beaucoup moins important parce qu'aller trouver les bonnes personnes dont on parlait tout à l'heure, aller les chercher un peu partout, là, on peut très bien le faire et ça se fait très bien à distance. On a beaucoup d'outils qui marchent très bien pour pouvoir suivre un projet, pour pouvoir être sûr que les développements se font bien. Et puis d'ailleurs, quand on a des gens qui sont un peu partout dans le monde, on arrive presque à faire du 24 heures sur 24 et donc on a des cycles de développement qui deviennent beaucoup plus courts. Donc, pour l'idéation, c'est difficile. J'aime bien le physique. Pour la réalisation, pour le développement, on peut faire sans, mais de temps en temps, c'est bien aussi quand même de pouvoir discuter avec le gars d'à côté et aller boire une bière pour parler d'un truc qu'on va développer ensemble. Merci infiniment, Luc Julia. C'est un privilège d'avoir vos conseils. On est ravis de pouvoir voilà, en faire bénéficier les entrepreneurs en Occitanie-Pyrénées. Donc, cette vidéo va être sur notre chaîne YouTube, accessible tout le temps, bien évidemment. Puis, peut-être qu'on pourra vous voir à Toulouse pour un de nos événements, si jamais vous êtes de passage avec nous. Merci beaucoup, Luc. Très bien, merci beaucoup.